Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, on va parler des différents formats d'exportation. Mais avant de commencer, il est important de connaître la différence entre les 3 formats les plus utilisés. Bon, bien sûr, suivant les constructeurs, ils n'auront pas exactement le même nom, mais c'est le même fonctionnement. Bon, je préfère vous prévenir, j'ai tenté de trouver des vannes pour rendre cette vidéo plus amusante et moins lourde, mais c'est pas vraiment un sujet très intéressant. Enfin, ça va pas vous permettre de décompresser, quoi. Ça, c'est parce que... JPEG, c'est un format compressé, peu encombrant en termes de stockage et très commun. Alors, on l'utilise partout. RAW, c'est un format non compressé, plutôt encombrant et surtout utilisé par les amateurs ou les professionnels en photographie. Et enfin, TIFF, c'est un format compressé mais sans perte d'informations, c'est le plus encombrant des 3 fichiers et il est surtout utilisé en imagerie médicale ou alors par les scanners de pellicule argentique. On l'utilise parce qu'il ne perd pas d'informations ou très peu sur l'image qui a été prise et est exploitable immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de retoucher pour l'utiliser. Mais par contre, jamais vous trouverez sur Google une image en TIFF. En gros, JPEG, c'est un format utilisé partout sur le web, les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Partout, genre même votre grand-mère elle utilise du JPEG. C'est facile à ouvrir et peu encombrant, mais on ne maîtrise pas la compression. Or, celle-ci entraîne une perte de détails et donc de qualité. Et puis surtout pour la retouche photo, c'est extrêmement mauvais. En gros, on peut simplement ajouter un fil par-dessus l'image pour cacher les détails ou tenter de la rendre plus belle. Ouais, en fait, le JPEG, c'est un peu comme le maquillage. Ça demande un rien pour devenir très moche. Le RAW est un format utilisé par les photographes parce qu'il est facile à retoucher sur un logiciel dédié. Et ce, parce que toutes les données de la photo sont conservées. Et c'est donc celles-ci qui sont modifiées dans un logiciel de retouche photo. Suivant les fabricants, le RAW peut également être appelé DNG, NEF, CRW. Et pour le TIFF, eh bien, c'est un très gros JPEG avec plus d'informations et moins de compression. Enfin, une compression différente qui perd moins de qualité. Une image numérique est en réalité une matrice. Eh oui, ça sert l'aspect maths. Bref, c'est donc une matrice qui comprend pour chaque pixel de l'image et pour chaque canot rouge, vert, bleu, un nombre compris entre 0 et 255. Entre 0 et 255 parce que 2 puissance 8, ça donne 256 valeurs possibles. Mais ça, je vous en reparlerai dans l'épisode 14 sur la gestion des couleurs. 0 étant donc la valeur la plus sombre et 255 la plus lumineuse. Donc par exemple, pour une image de 24 mégapixels, un format RAW comprendrait 24 x 3, soit 72 mégaoctets d'informations, avec 3 correspondant au nombre de canaux, rouge, vert et bleu. Donc pour obtenir une image en JPEG qui ne prendrait pas plus de 4 mégaoctets de place, il faut passer par une étape de compression pour se délester des informations les moins importantes. Les 3 canaux rouge, vert, bleu sont convertis en 3 autres canaux, un représentant l'intensité lumineuse et 2 autres la chrominance, rouge et bleu, ce qui correspond aux couleurs de l'image. Lors de cette étape, la taille des canaux CR et CB est diminuée de manière à prendre moins de place. On peut se permettre de faire cette étape car l'œil est moins sensible aux couleurs qu'aux variations de la luminosité. Accrochez-vous, c'est là que ça devient compliqué. Il faut savoir que nos yeux sont plus sensibles à une certaine fréquence spatiale et à un certain contraste. Plus simplement, ça veut dire qu'on peut plus facilement passer à côté de petits détails dans une image qu'à côté de gros détails. L'image est alors divisée en blocs de 8 par 8 pixels et comparée aux 64 blocs de 8 par 8 pixels d'une représentation du domaine fréquentiel dont nous avons parlé plus tôt. Grâce à la méthode de transformation en cosinus discrète, la matrice de taille 8 par 8 représentant la luminosité est transformée en une matrice de même taille représentant cette fois-ci la fréquence d'une nuance sur un axe horizontal et ou vertical. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Moi, je vous la donne. Ça, c'était la première version. Mais après réflexion, je me suis dit que je voulais que YouTube soit fait de plus de vidéos d'informations et pas seulement des informations. Donc il a fallu que moi-même je fasse des recherches sur mes informations. Donc voici l'explication du cosinus discrète. Donc à chaque bloc de 8 par 8 pixels est appliquée la transformation en cosinus discrète, qu'on appellera DTC par la suite pour Discrete Cosinus Transform. Il faut savoir que chaque bloc de 8 par 8 pixels est composé de 64 nuances de gris. Et la méthode DTC permet de remplacer ces 64 nuances par 64 coefficients. Ces 64 nuances de gris sont en fait une matrice de 8 par 8 avec en abscisse la fréquence horizontale et en ordonnée la fréquence verticale. Ça peut paraître stupide au premier abord de remplacer 64 valeurs par 64 nouvelles valeurs, mais c'est primordial dans la compression parce qu'on ne peut pas supprimer au hasard les valeurs de certains pixels juste pour gagner de la place. Par contre, supprimer certaines nuances de gris peut avoir un impact minime, et c'est là le rôle de la DTC. Définir quelles sont les nuances les moins utiles tout en conservant une image avec les bons détails. Sur cet exemple, on peut voir que quand certains blocs sont désélectionnés, le résultat post-compression change drastiquement, et il faut à tout prix éviter ça.
Petite parenthèse pour remercier le site Les Sorcières de Salem qui m'a beaucoup aidé pour illustrer mes propos et comprendre certaines parties de cette méthode. Les nuances auxquelles nous sommes le moins sensibles, c'est-à-dire les petites valeurs de la matrice après l'étape de DTC, sont alors divisées par une plus grande constante, c'est-à-dire qu'elles sont plus compressées pour obtenir un maximum de valeurs égales à 0 dans cette nouvelle matrice après la quantification. Si on en revient à notre exemple, en n'utilisant qu'une dizaine de nuances de gris pour faire l'image compressée, on divise donc la taille de notre fichier par un facteur de compression égal à 6,4. 64 divisé par 10. Bon après c'est seulement sur cette partie de l'image de 8 par 8 pixels. Mais pour compresser l'entièreté de l'image, il faut répéter cette opération sur l'intégralité des blocs de 8 par 8 pixels. Les valeurs sont ensuite stockées en zigzag d'en haut à gauche à en bas à droite, de manière à grouper les zéros. On peut ainsi les stocker grâce à un procédé appelé codage par plage. Par exemple, au lieu de stocker 0,0000000, on stocke seulement, entre parenthèses, 0,8, ce qui correspond à 8 fois 0. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient un fichier beaucoup moins volumineux. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ce fichier compressé est beaucoup plus difficile à modifier dans un logiciel de montage ou de retouche photo, parce que c'est compliqué de recréer de la matière ou des données à partir de valeurs nulles. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes capacités. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à activer la cloche, s'abonner et tout. Voilà, on se revoit dans le prochain épisode. C'était Gast, ciao!